Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Ce samedi matin ensoleillé, nous parlons des actions françaises, de toutes les valeurs qui sont éligibles au PEA, notre fameux package fiscal très connu, très populaire en France. Donc, c'est pas uniquement des valeurs françaises, mais en gros, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, me mettre de like s'il vous plaît. Je vous rappelle que pour moi, c'est le plus important, c'est la rémunération pour le travail que je fais gratuitement. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne Mind de Cash, vous avez un lien PayPal où vous pouvez faire une petite donation. Voilà, donc je vous rappelle également qu'il existe une chaîne Telegram que j'ai lancée au début de cette année. C'était une de mes résolutions de l'année 2021 qui se développe parfaitement, donc ça dépasse mes attentes. Donc je vous invite à vous inscrire. Dans la description de vidéo, à cette vidéo, vous allez trouver tous les liens utiles pour faire tout ça. Et ça devient une sorte de forum, donc vous allez trouver pas mal de conseils, d'avis d'autres personnes. Donc on s'approche déjà à 800 personnes sur cette chaîne. Donc c'est vraiment très intéressant. Tous les matins, je publie les informations importantes de différentes sources d'informations auxquelles moi je suis inscrit, et je partage aussi mon avis personnel sur la situation de marché actuelle. Donc je pense que ça va être utile si vous tradez, si vous investissez ou globalement si vous intéressez à la finance. Je vous invite également de partager ces vidéos à vos amis qui sont intéressés aux investissements, à la bourse, à tout ce qui est lié à la finance, pour faire développer la chaîne Mind de Cash pour qu'on devienne de plus en plus nombreux. Voilà, donc je vais essayer de battre mon record, de parler moins, d'être faire des vidéos plus courtes, parce que beaucoup me rapprochent malheureusement que mes vidéos sont un peu longues. Et j'ai un petit peu du mal à développer la chaîne en proposant le contenu aussi long. Donc j'espère de battre mon record, faire une vidéo courte, objective. Vous n'avez pas le temps, je le respecte. Donc vous êtes des personnes occupées, je le sais. Donc je vais avancer au plus vite possible. Donc pour commencer, je vais parler de la macro. Donc, c'est d'habitude, je vous rappelle qu'il y a 3 piliers dans le projet Mind de Cash. C'est l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Très rapidement, je parle de macro parce qu'il y a une rubrique dédiée sur la chaîne, s'appelle Café du dimanche. Je parle de la situation macroéconomique. On analyse les tendances globales sur les marchés financiers. Mais dans chaque vidéo consacrée au portefeuille, aux différents portefeuilles que je vous expose sur la chaîne, je fais un petit tour sur la macroéconomie et sur mon sentiment de marché, parce que ça, c'est un des majeurs critères qui va diriger, qui va déterminer mes sélections d'actions et mes décisions d'investissement que je vous présente tous les mois. Voilà. Donc j'enregistre cette vidéo un jeudi soir, donc vous êtes déjà en week-end, moi je ne suis pas encore, et les marchés sont très hésitants. Donc comme je dis tout le temps dans le Telegram, on a pas mal de discussions à ce sujet-là, donc j'ai l'impression que tout le monde s'attend à une correction. Est-ce qu'il y aura cette correction? Personne ne le sait, mais en tout cas, le marché semble d'avoir pricé tout ce qui est possible et impossible presque, donc, et maintenant il attend une mauvaise nouvelle pour se corriger, ou bien une bonne nouvelle qui peut aussi se présenter de la part de la Réserve fédérale, par exemple. Bon, je ne veux pas trop rentrer en détail. En tout cas, l'hésitation domine aujourd'hui sur les marchés financiers. Dans la précédente vidéo Café du dimanche, j'ai évoqué un sujet très important parce que après de nombreuses réflexions, des analyses macroéconomiques, je suis arrivé à déterminer pour moi-même une date quand on peut avoir une crise. Et pour moi, cette date, elle est beaucoup plus proche que moi je pensais au début. Donc, c'est probablement la grosse crise financière que beaucoup de chaînes parlent pendant 15 ans. Peut arriver effectivement, selon moi, cette année. Donc, c'est pas impossible. Je ne dis pas que c'est nécessairement obligé que ce soit comme ça. Mais dans tous les cas, la probabilité est quand même assez importante. Et je suis en train de revoir en quelque sorte ma stratégie afin de m'adapter à ce changement de vision pour l'année 2021. Parce que si vous suivez ma chaîne régulièrement depuis longtemps, que j'espère, et si ce n'est pas le cas, j'espère que ça sera le cas d'ici quelques mois, vous savez que j'étais très positif sur l'année 2021, sur la fin de l'année 2020, début de l'année 2021, j'avais raison. Donc là, pour l'instant, tout se passe super bien.
Il y a partout les programmes de QI, les stimulus, etc. Donc on monte sans arrêt. Mais par contre là maintenant je vous invite à revoir cette cette vidéo de dimanche dernier où j'ai parlé, où je vous ai expliqué pourquoi moi je pense qu'on peut avoir des problèmes à partir de mi-2021 et peut-être début d'automne, on peut avoir des graves problèmes. Et je vais encore développer cette idée dans la vidéo de demain, parce que bon, tous les dimanches matin, je publie une vidéo café de dimanche, où je vais donner encore plus de précisions sur la stratégie, comment ça va affecter en gros mes décisions d'investissement. Mais évidemment, ça va affecter aussi mes décisions d'investissement au sein du portefeuille de PEA. Donc, parce que de toute façon, ce que je vous présente, c'est évidemment, ce sont mes avis. Je vous répète que moi, je suis un amateur, je suis juste un blogueur. Je n'ai pas droit de donner de conseils d'investissement. Je vous présente comment comment je constituerai le portefeuille PEA si je l'avais. Mais pour la déontologie du projet, moi-même, j'investis mon propre argent dans des valeurs que je vous présente aujourd'hui, même si c'est pas dans le cadre du PEA, mais je les achète quand même. Voilà. Donc c'est un peu, c'est dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, juste pour résumer, que la situation macroéconomique pour moi, elle est très délicate. Maintenant, je suis pas très ouvert à investir massivement. Je suis très attentif. Je suis plus ouvert à prendre des profits. Donc je n'hésite pas de prendre des profits à partir de la semaine dernière. Et quand je fais un choix d'investissement, je fais un choix très sélectif, ciblé sur des valeurs que moi je pense peuvent passer la crise de manière on va dire saine, je ne sais pas comment exprimer mieux, en tout cas ne pas se casser la gueule de moins 50%, ou bien j'investis dans des valeurs qui sont relativement décorrélées par rapport à des tendances globales boursières, typiquement par exemple les biotech. Les biotech, ça peut, en fait, il suit son pipeline, en fait, donc du coup, ce n'est pas par rapport au S&P 500 ou par rapport au CAC 40, c'est par rapport à leur propre pipeline, parce que c'est les actualités internes de ces entreprises qui dirigent les cours boursiers et pas les tendances globales. Les tendances globales affectent aussi, mais en moindre mesure que les sociétés qui font partie des grands indices. Voilà, donc juste pour vous donner cette image macroéconomique, que je suis très vigilant. Je prends des profits quand je veux, quand je trouve ça possible, et quand j'achète peu, mais quand j'achète de ces entreprises très particulières. Voilà. Maintenant, je reviens on fait un tour du portefeuille Mind du Cash, à quoi elle ressemble aujourd'hui. Depuis la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui a changé? Donc, Euronext, c'est une acquisition assez récente que je fais au sein du portefeuille Mind du Cash. Globalement, j'adore le secteur des places boursières, et même si Euronext, pour moi, ce n'est pas la catégorie A, comme par exemple CME Group, je la considère quand même comme une entreprise, on va dire, pré-catégorie A, presque entrée de gamme, on va dire, parce qu'il y a quand même plus de concurrence entre les places boursières des actions qu'entre les places boursières qui traitent les produits dérivés, notamment les futurs. Donc j'ai déjà expliqué tout ça, pourquoi j'ai choisi Euronext dans les précédentes vidéos qui étaient où j'ai ouvert cette ligne. Aujourd'hui, ça nous génère un peu plus de 4%, donc c'est tout à fait normal. Depuis un mois et demi que je l'ai acheté. C'est pas mal du tout, et c'est une entreprise relativement défensive. Donc juste pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, je vous rappelle que les montants que je montre sur ce que vous voyez sur votre écran, c'est donné à titre indicatif. Ce qui est important de voir ici sur cet écran, c'est la value weighting, c'est le poids dans le portefeuille que j'affecte à ces valeurs-là. Et donc vous pouvez voir que moi j'alloue très peu de poids sur chacune de ces lignes, je suis largement cash, et parce que ça correspond à ma vision du marché actuel. Donc les marchés sont très chers, donc du coup moi j'investis de manière très ponctuelle. Et je ne suis pas, je suis très loin d'être full action, mais dans tous les cas, dans ce que j'achète, c'est vraiment, je trouve que c'est des vraies opportunités. Voilà, donc Euronext, on a vu, on va pas s'arrêter longtemps parce que c'est récent. C'est récent pareillement pour ST Microelectronics. Je vous invite de revenir sur mes vidéos précédentes quand je l'ai acheté. Donc on est à 14% quand même, donc ça c'est un investissement récent. On a fait déjà 14%, donc, et en plus ça s'est corrigé, hein, parce que là c'était même plus. Boiron, ça reste à la traîne pour le moment, parce que c'est un investissement, c'est un pari que je fais pour 2021. L'année quand l'homéopathie il devient plus remboursable par la sécurité sociale. Évidemment, c'est une
c'est une mauvaise nouvelle pour Boiron, mais par contre, c'est une nouvelle qui est tombée il y a déjà quelques années. C'est largement pricé, c'est une entreprise extrêmement rentable au moment actuel et au moment quand je l'ai acheté. Donc, et moi, j'espère que la valorisation est trop pessimiste et que Boiron fasse une bonne surprise. Parce que moi, je considère que les personnes qui se soignent avec les produits homéopathiques sont des personnes convaincues principalement et en fait, l'impact sur leur chiffre d'affaires ne sera pas aussi fort que le marché a implicitement intégré aujourd'hui. Voilà, donc c'est un pari, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, c'est à vous de voir. Aquila, c'est une petite valeur très peu liquide, chaque fois je fais ce petit disclaimer quand vous l'achetez, faites attention, faites accompagner par quelqu'un qui est expert ou bien inscrivez-vous à la chaîne Telegram où il y a plein d'autres personnes avec qui vous pouvez chatter pour avoir les avis comment acheter des valeurs illiquides. Il y a une vidéo sur la chaîne Mind Cash sur des valeurs illiquides et le carnet d'ordre. C'est très important à comprendre pour ne pas se faire avoir sur ce type de valeurs. Faites beaucoup attention si vous voulez investir dans ce spécialiste des sécurités, société extrêmement rentable. Vous allez voir, bon, encore une fois, regardez les vidéos précédentes. Les taux de rentabilité sont énormes, mais c'est une entreprise qui regroupe un certain nombre de sociétés qui sont spécialisées en sécurité. Et évidemment, la sécurité, ce n'est pas le point fort en Europe actuellement. Et évidemment, ils ont leur chiffre d'affaires croissant. Cette société, c'est une très belle société, tout ce que je peux vous dire, mais sauf que c'est une petite cap, c'est une small cap, et donc avec toutes les conséquences, pas de volume, pas de liquidité, etc. etc. Voilà. Bon, le cash, ça c'est la position principale actuellement. bioMérieux, en fait, je suis revenu à l'équilibre parce que c'est une valeur Covid que j'ai achetée pendant la crise. Après, elle a baissé quand les vaccins se sont apparus. Du coup, toutes les valeurs Covid ont perdu un petit peu leur mode. Et maintenant, ça revient. J'ai renforcé récemment cette valeur. Dans la précédente vidéo, j'ai décidé de renforcer la valeur bioMérieux. Voilà. C'est une excellente valeur française aussi, quelque chose entre biotech et la pharma. Voilà. Rubis, ça c'est l'investissement que moi j'ai fait pendant quand les pétrolières, tout le secteur traditionnel énergétique, comme notamment Total, qu'on va voir juste après, était au plancher. C'était vers octobre quelque part par là. Je l'ai acheté ensemble, Rubis et Total, et la vidéo s'appelait H2 valeur massacrée. Vous pouvez aussi revoir dans la catégorie POA cette vidéo quand j'ai acheté Rubis à Total à prix cassé. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà, donc là maintenant ça a largement remonté. On est à presque 24% sur Rubis et on est à plus de 30% sur Total. Je passe directement sur Total et c'est important parce que cette fois j'ai décidé de me séparer de Total. Et oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me critiquer, c'est notre fleuron pétrolier français, la société tellement aimée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que fondamentalement, beaucoup me critiquent pour ça encore une fois, mais c'est pas grave, chacun son avis. Et le but que nous on partage, chacun en justifie défend son avis. Je ne crois pas aux valeurs pétrolières. J'ai choisi Total et BP dans mon portefeuille principal parce que c'est des entreprises qui investissent massivement dans les renewables, donc la énergie renouvelable. C'est des premières pétrolières. Je pense que c'est des sociétés qui se rendent le plus compte que en fait l'ère de pétrole est derrière nous et ils essaient de s'adapter au nouveau monde en investissant, en rachetant leurs concurrents, le petit concurrent dans le secteur de l'énergie renouvelable. Pourquoi du coup je la vends, parce que je l'achetais trop bas, j'ai fait des plus-values. Maintenant je pense qu'à un moment donné il faut savoir prendre ses bénéfices et le moment elle est propice parce que dans mon timeline que je propose dans les vidéo du dimanche, de café du dimanche qui sera publié demain, je vous ai déjà parlé que moi je m'attends une correction en février-mars. Et donc cette décision est tout à fait en ligne avec ma vision globale du marché. Et je ne crois pas que même avec le pétrole actuel, donc les prix de pétrole qui sont très élevés aujourd'hui à cause de différents problèmes aujourd'hui de climatique, notamment à Texas, donc on a dépassé déjà pas mal dépassé les niveaux du pré-Covid, malgré que l'économie est toujours pas ouverte, donc ça reste mystère, les prix actuels de pétrole. Donc après, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, c'est pour moi les prix actuels de pétrole, ça ne rime à rien. Et tout ce que Total a pu faire avec ces prix exorbitants du pétrole, c'est d'attendre 37 euros. Moi, je vois aucun catalyseur
quand Total pourrait dépasser 40. Bon, probablement, ils vont faire une publication qui sera meilleure que prévu, mais pour moi, ça ne sera pas durable. Donc du coup, de toute façon, pour moi, le potentiel de Total en termes d'augmentation de prix est épuisé. Donc si vous avez un portefeuille orienté dividende, peut-être il vaut mieux le garder. Moi, ce n'est pas orienté dividende, pas que en tout cas. Donc pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne garde pas le Total et je vais le racheter pendant la prochaine crise ou la prochaine correction, j'en sais rien, vers les 30 euros. Et si l'opportunité se présente en dessous des 30 euros, voilà, la décision que je prends aujourd'hui, c'est Total. Je vais quand même jeter un œil sur l'image technique pour aussi vous justifier pourquoi. Donc pour moi, techniquement parlant, Total, il va rester dans ce corridor des prix entre 30 et 38. Bon, on va arrondir jusqu'à 40, entre 30 et 40 pendant des années et des années. Pour dépasser 40, il faut qu'il y ait une révolution fondamentale au sein de l'entreprise, qu'il passe en renouvelable, pour qu'il convainque les investisseurs, pour que les capitaux commencent à y être... capitaux se dirigent dans ce type des entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc Total n'est pas cher. Je ne dis pas que c'est une entreprise qui est devenue chère, non, elle n'est pas chère, mais ces entreprises vont rester pas chères pendant des années et des années. Comme c'est en général le cas quand l'entreprise devient ce qu'on appelle le slow grower, donc ils vont augmenter les dividendes, et il sera très, très intéressante pour les dividendes parce qu'on aura besoin du pétrole pendant des très très longues années. Et c'est une entreprise qui sera certainement très intéressante pour percevoir les dividendes, mais il faut acheter au bon prix. Donc au bon prix, pour moi, c'est les 30 euros et moins. Donc ça, pour moi, c'est une opportunité. Mais aujourd'hui, on est très proche à la barre haute du canal. Et donc du coup, moi, je sors parce que moi, je pense que le marché devrait avoir une correction totale, va se faire emporter par la tendance boursière globale. Voilà. Donc ça, c'est juste pour l'image technique. Et la dernière valeur, c'était une star du portefeuille pendant des mois et des mois, c'est Pharmagest Interactive, où on était à presque 50% de plus-value quand j'ai enregistré la vidéo de février. Et maintenant, il ne reste que 30, donc elle a pas mal baissé ce dernier temps. Et ici, sur cette valeur-là, je voudrais vous poser la question. C'est le portefeuille que je fais pour vous, pour qu'on puisse discuter, parce que vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un grand investisseur sur le marché français, mais en tout cas, et moi je le fais juste parce que je sais que je suis regardé principalement en France, donc du coup le PEA ça vous intéresse. Et est-ce que vous pensez qu'il faut garder Pharmagest ou prendre les profits? Parce que c'est quand même une entreprise qui est très, très bien valorisée déjà quand je l'ai acheté, elle a fait encore 50%, ça reste une entreprise dans les technologies pour les pharmacies. Donc c'est vraiment deux secteurs que j'adore, donc principalement le secteur santé. En plus, automatisation de le secteur santé, c'est là où il y a beaucoup à faire, notamment en France. Et en plus, c'est vraiment la société technologique. Par contre, je me demande, est-ce que ce n'est pas le moment de prendre les profits? Si je regarde l'image technique, elle est assez... on va dire intéressante, parce que moi je pense que la reprise avec cette configuration technique, elle n'est pas assurée du tout, parce que si on casse les niveaux de sens, que là le niveau auquel on s'est rapproché, on peut s'enfoncer à 85 et je peux me rapprocher à l'équilibre, donc du coup j'ai risque de perdre toute la plus-value excellente que j'ai fait depuis l'ouverture de cette position. Probablement, si on est expert technique, il fallait le vendre quand on a franchi la ligne bleue, là c'est la ligne de moyenne mobile de 50 jours. Donc, je demande votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de prendre ses profits sur cette valeur? J'ai un sentiment que oui. Pharmagest. Je vais vous montrer juste que cette valeur, elle est assez chère. Donc, du point de vue ratio, vous voyez, 56 le PE ratio. Donc les dividendes, quasi inexistants. Par contre, la profitabilité, la rentabilité de l'entreprise, elle est quand même excellente. Donc vous voyez, c'est 10 ans de chiffre d'affaires presque les valorisés. Les marges et la marge brute, elle est énorme, comme la société technologique. Et la marge nette, elle est quand même très confortable également. Donc. Et la rentabilité là, donc la rentabilité avec la dette, sans la dette, c'est excellent. C'est une excellente entreprise, mais par contre, elle est très chère. Il est très cher, il a toutes les chances de se corriger avec la correction des marchés. Quel est votre avis? Est-ce que nous gardons là dans le portefeuille PEA ou on l'enlève?
J'hésite. Pour Total, autant que pour Total, je n'hésite pas, je le fais. Et pour Pharmagest Interactive, probablement, il faut faire pareil. Donc, dites-moi dans les commentaires à cette vidéo et je déciderai, je vais publier la décision soit sur la chaîne Mind the Cash dans les posts, soit je vais définitivement le publier sur la chaîne Telegram où je publie tout. Et sur Facebook également, j'ai une page Facebook aussi, vous pouvez vous inscrire si vous ne voulez pas installer Telegram, même si ça prend 1 minute. Voilà. Maintenant, voilà, donc là on a fait le tour de portefeuille et maintenant je vais vous parler des actions qui ont attiré mon attention ces derniers mois comme des candidats à remplacer Total déjà et éventuellement faire un nouveau investissement. Donc la première société, ce sera Kering, qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a déçu avec sa publication des trimestriels. Et bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent de quoi s'agit-il. Donc c'est une société qui prétend d'être luxe, je vais m'expliquer pourquoi. Et évidemment, elle est valorisée avec des ratios de société de luxe. Et par contre, elle a déçu surtout, notamment avec sa principale marque, en fait, la marque phare de Kering, c'est Gucci. Et l'action, elle a dévissé en bourse cette semaine, donc on va voir ça. Et donc, vous voyez qu'on a franchi à la fois la ligne des 50 jours, des moyennes mobiles des 50 jours, et la moyenne mobile des 200 jours. Donc la ligne de 200 jours, elle était quand même relativement horizontale, vous voyez, depuis déjà pas mal de temps. Depuis 2018, quand même la pente de la hausse, elle a quand même s'est largement aplatie. Donc après, il y a eu évidemment une chute en 2020, comme pour toutes les valeurs en fait. Là maintenant, mais une fois qu'on est sorti, bon, on n'est pas sorti de la crise Covid, mais une fois que les bourses sont sorties de la crise, donc on a retrouvé notre tendance. En fait, on peut la dessiner par là, ici. Donc, voilà, sous mes lignes parallèles, voilà, donc, qui ressemblait un peu à ça, donc très approximativement. Et là, maintenant, on dirige dans ce canal, mais maintenant, on est sorti de ce canal un peu comme pendant la crise de Covid, et la chute peut être brutale. Donc, du coup, il y en a beaucoup de personnes qui m'ont écrit dans le Telegram, où il y a eu beaucoup dans différents forums que je suis, des discussions, est-ce que c'est le moment d'acheter? Et j'en parle parce qu'évidemment, ça a attiré mon attention, et je n'achète pas. Pour 2 raisons. Bon, la première raison, encore une fois, la première raison, déjà macro. Donc moi, je ne m'attends pas à la hausse des marchés dans les semaines à venir. Deuxième point, évidemment, c'est le fondamental. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme je viens de dire, que ça prétend être une société de luxe, mais pour moi, ce n'est pas une société de luxe. On ne peut pas la valoriser comme LVMH, comme Tiffany, comme Burberry et compagnie. Tout simplement parce que, déjà, leur marque principale, Gucci, c'est connu comme une marque d'entrée de gamme de luxe. On peut la considérer comme du luxe, mais c'est pas un luxe comme LVMH ou comme Hermès. Vous voyez, donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc du coup, et toutes les marques de Kering, j'ai même trouvé une présentation de leur marque sur leur site. Donc vous voyez, donc ça c'est la liste des marques de Kering. C'est des marques connues. Bon, évidemment, ça prétend être luxe, mais c'est pas vraiment du luxe. C'est pas du LVMH, encore une fois, et c'est pas du Hermès. Donc, ça veut dire qu'on doit quand même faire attention quand on associe les modèles de valorisation de LVMH, en fait, on applique les modèles de valorisation de LVMH sur Kering, donc c'est pas juste. Donc deuxième raison, et troisième raison, c'est technique, parce que là, on a franchi des lignes très importantes, donc du coup, et la pression baissière peut reprendre, surtout si elle sera accompagnée par la baisse des marchés, et donc du coup, dans ce cas-là, dans ce scénario négatif, on peut rejoindre déjà à très court terme le niveau de 470. Donc, vous voyez, donc ça c'est le niveau déjà qui n'est pas très proche. Et ça nous ouvre un canal baissier quand même très important. Mais si ça sera accompagné par la baisse des marchés en plus, donc du coup, on peut aller chercher les plus bas, genre 420. Donc, vous voyez, donc c'est quand même assez dangereux d'investir dans cette situation-là. Parce que l'entreprise, tout simplement, et les fondamentaux sont discutables. Donc, ce n'est pas une société qui est à perte, évidemment, mais ce n'est pas une société qui mérite d'être valorisée comme les autres entreprises du secteur de luxe. C'est pas une moite, comme on dit. Moite, c'est les entreprises qui ont des forts avantages concurrentiels
qui leur protège pendant des crises. C'est le cas de LVMH, c'est le cas de Hermès, mais ce n'est pas le cas de Kering, pour moi. Voilà, tout ce que je dis pour moi. Je suis un débutant, vous faites comme vous voulez. Si vous trouvez que Kering, ça roule, alors c'est une opportunité. Allez, donc je passe sur la deuxième valeur qui a attiré mon attention ce mois-ci. Donc la deuxième valeur qui a attiré mon attention, c'est Métropole TV. C'est une holding auquel appartient notamment la chaîne M6 et encore d'autres chaînes. C'est presque une petite déception parce que c'est une valeur que j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos PEA. Elle était toujours en candidate et elle ressort régulièrement dans mon screener selon mes critères. Pour moi, c'est une déception que je n'ai pas achetée. Cette valeur qui s'est enflammée en bourse parce qu'elle a fait mieux que prévu. Ici, je vais, on va dire, pour ceux qui me critiquent souvent pour mon avis assez négatif par rapport aux sociétés des anciennes technologies, dont Métropole fait partie, parce que c'est la télévision classique, un peu à l'ancienne, donc ils perdent régulièrement leurs auditions. Et moi, c'était une exception pour moi, parce que c'est ici, moi, je vais défendre l'avis contraire par rapport à ce que je prends d'habitude. C'est parce que ici, je pense que le marché elle est largement trop pessimiste par rapport à ces chaînes de télévision un peu classiques. Donc, je pense que l'avenir pour ces entreprises ne sera pas aussi morose, en fait, aussi problématique que le marché estime actuellement. Parce que les valorisations, quand on était à 10 euros, ils valorisaient la situation comme quoi ils ont perdu quasiment tous leurs clients, ils se font remplacer complètement par le Netflix, mais on est encore très très loin de ces situations. Donc on est toujours, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces chaînes-là, moi notamment, d'ailleurs il y a des émissions que j'adore sur la chaîne M6, et la rentabilité surtout de cette entreprise, je peux vous la montrer d'ailleurs, elle est quand même excellente, donc ça s'appelle Métropole TV. Donc cette entreprise, elle offre la profitabilité 8 sur 10 selon l'estimation de Guru Focus et en gros la santé financière est tout à fait cohérente par rapport aux normes les plus exigeantes de fiabilité financière, voilà, on va dire comme ça. Voilà, donc M6, malheureusement, j'ai raté cette opportunité et quand je regarde le graphique, maintenant, il a fait un gros gap haussier, il a retrouvé son canal qu'elle suivait depuis déjà pas mal d'années, largement avant la crise de Covid. Donc elle est cette société qui est complètement sortie de la crise boursièrement parlant. Donc c'est tout à fait normal parce que c'est pas du tout impacté par le Covid. Donc voilà. Métropole TV. Et donc la valeur que moi je vais acheter maintenant ce mois-ci s'appelle Alten. Donc Alten, c'est un secteur de services informatiques. Je vais vous lire rapidement qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc Alten est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. Activité s'organise autour de 3 pôles: prestations d'ingénierie et de conseil en technologie, études, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits, systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est le premier pôle. Deuxième pôle, c'est le développement d'architecture de réseau, conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseau. Développement de systèmes d'information, mise en place ou refonte de systèmes d'information et développement d'applications spécifiques. Donc le chiffre d'affaires se ventile entre automobile, finance et tertiaire, aéronautique et spatiale, énergie, sciences de la vie, multimédia, télécom, défense et sécurité, ferroviaire et navale et autres. Donc les répartitions géographiques, c'est la France 43%, Amérique du Nord 12%, Allemagne presque 10%, Scandinavie 7%, Espagne, Portugal à peu près 6% et les autres, donc un petit peu en Asie, etc. Donc en gros, c'est le service service informatique. Donc d'ailleurs, c'est le secteur où j'ai travaillé pendant pas mal d'années quand j'étais à Paris.
Donc, en tout cas, je travaille beaucoup avec des sociétés en conseil en informatique. Je le connais parfaitement. Donc, la spécificité de ce secteur, qu'il ne faut pas s'attendre à des marges énormes. Donc, dans ce secteur, c'est normal d'avoir les marges faibles parce qu'ils font ils font la délégation. En fait, ils embauchent des consultants et après, ils les revendent sur leurs clients. Donc, ils leur payent le salaire et donc, ce qui touche la marge, ça reste pour cette entreprise-là. Donc, leur cœur du business, c'est en gros de faire le lien entre le besoin d'après le client et les consultants qu'ils ont en interne. Voilà, donc ça, c'est en gros, c'est ça le but de ces entreprises. Donc, du coup, vous n'allez pas avoir des marges à 80% ou 90% comme pour les sociétés biotech ou pour les sociétés technologiques. Ce n'est pas les éditeurs de logiciels, c'est très important. Quand on parle de la technologie et conseil en technologie, c'est deux secteurs qui sont très différents et vous n'allez pas avoir les mêmes marges. Donc, et c'est tout à fait normal. Donc, les marges faibles pour ces entreprises-là, ce n'est pas en signe d'un problème, en signe qu'une société ne performe pas bien. Il faut juste ne pas la comparer par rapport à Microsoft, par exemple. Voilà. Donc, 8 sur 10, la profitabilité, c'est très correct. Donc après, au niveau de valorisation, c'est 6 sur 10. Donc on va regarder rapidement les flux financiers de cette entreprise. Donc j'ai fait 30 minutes déjà, donc j'arrive pas à faire les records. Donc vous voyez que le chiffre d'affaires, il est en croissance constante depuis 2005. Donc ça, c'est vraiment énorme. Je crois qu'il n'y en a eu aucune année où le chiffre d'affaires a baissé. Donc c'est vraiment une entreprise très saine. Donc le net income, ça c'est le revenu net, donc en croissance également. Donc les marges brutes qui est très important parce que c'est la marge maximale qu'ils peuvent tirer de leurs activités sans tenir compte de coûts de structure. Donc la marge grosse, en fait la marge brute, elle était toujours entre 20%, après je ne sais pas ce qui s'est passé à 90% ici, donc ça doit être un truc particulier. Mais les marges au-dessus de 20, les marges stables, c'est très important. D'ailleurs, quand vous regardez les rapports financiers des entreprises de conseil en informatique, les analystes financiers tiennent particulièrement attention à leurs marges, justement parce que les marges pour ce business, c'est très important. Voilà, donc ça c'est la marge brute. Ensuite, les equity, ça c'est les capitaux propres, en fait, ils sont en croissance permanente depuis quoi déjà 15 ans, même 16 ans. C'est-à-dire que les actifs augmentent plus vite que les passifs, donc ça c'est un très bon signe. Et les ratios, donc vous voyez que les ratios de rentabilité sans tenir compte de la dette, ROI, return on equity, elle est très confortable. Moi je commence à m'intéresser à une valeur quand ce ratio elle est au-dessus de, après ça dépend de secteur, en général au-dessus de 15 pour moi c'est vraiment nickel. Et ROIC c'est le ratio quand il tient de la dette, c'est au-dessus de 10. Donc cette action elle est parfaite dans dans mon screener. Voilà. Après, les dividendes ne sont pas énormes, donc payout ratio, il n'est pas grand, mais en tout cas, il y a un petit peu de dividendes, donc ça c'est pas mal. Par exemple, si on veut garder cette entreprise, ou si par exemple on se retrouvait dans une moins-value pendant une crise boursière ou quelque chose, ça fait toujours plaisir quand la société verse un dividende. Ça vous permet quand même d'être rémunéré pour l'attente que l'entreprise fasse ses preuves. Voilà, donc de point de vue technique, d'ailleurs là je crois que je ne l'ai pas encore regardé, on va regarder ça ensemble. OB. D'ailleurs je me souviens, il y a beaucoup d'années, j'ai fait même un entretien avec OB pour une mission, je ne sais plus où d'ailleurs c'était déjà. Bon, OB il est clairement sur la tendance haussière, donc on est au-dessus de la ligne des moyennes mobiles des 200 jours, de 250 jours également. Et on va dire la deuxième dérivée de cette ligne, en fait, elle est la pente, elle est très ascendante. Donc du coup, ça veut dire clairement cette entreprise, elle est sur sa tendance haussière. Donc c'est une entreprise qui fait des preuves, qui est stable, qui depuis 15 ans n'a jamais réellement déçu. Voilà, donc du coup, j'ai pris la décision d'investir dans cette entreprise maintenant. Même si je sais qu'on peut avoir une correction sur les marchés, je suis prêt de passer cette correction avec cette entreprise. C'est un risque, certes, mais c'est le risque que je suis prêt à prendre parce que si jamais il n'y a pas de crise ou bien cette entreprise fasse une belle surprise, on peut espérer quand même d'avoir des gains. Et en plus, c'est quand même l'objectif de cette catégorie de vidéos, c'est que on prend des bonnes habitudes d'investir régulièrement en bourse. Donc après, vraiment, ça c'est l'objectif, c'est qu'on investisse régulièrement et on puisse constituer un patrimoine en bourse fiable et au fur et à mesure, en moyennant nos positions,
on arrivera à avoir quelque chose du solide, ce qui nous génère des revenus passifs à partir de la bourse et que ça fasse partie intégrante de notre patrimoine. Donc du coup, c'est très important, même si le sentiment quand même est assez bearish actuellement, en tout cas pour moi. C'est quand même important de tenir le cap et continuer à investir régulièrement en bourse, en bien choisissant le. Voilà, traditionnellement, nous achetons 2 valeurs tous les mois dans le portefeuille EPOA. Et la deuxième valeur, je vous propose un choix. Encore une fois, je vous pose la question, quelle valeur préférez-vous? Et j'ai décidé, pour le choix, je vous propose 2 entreprises du même secteur. La première, ça s'appelle Synergie. Donc, et la deuxième s'appelle Groupe CRIT. Donc les 2 entreprises viennent du secteur de travail temporaire. Le pari sur ces entreprises, j'ai déjà fait pendant la crise 2008-2009. C'était un grand succès. J'ai investi dans la société Groupe CRIT. Et pendant les crises, ces sociétés, souvent, ils font des surprises parce que quand il y a du chômage, ces entreprises, elles ont beaucoup d'intérêt en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail temporaire et ces entreprises, ils font, ça c'est leur métier, pour rechercher les postes temporaires, notamment pour des personnes qui sont actuellement en chômage. Donc c'est un très bon pari pendant la période quand le chômage est élevé. Nous savons que le chômage est élevé actuellement et en plus il y a un énorme chômage caché. Et donc je pense que parier sur ce secteur, c'est extrêmement défensif et je pense que c'est un bon choix dans les conditions actuelles. Entre ces 2 valeurs, en fait, je vous propose le choix. C'est vous que vous allez choisir dans quoi moi je vais investir. Donc, Synergie, en tout cas, elle propose les ratios suivants. Donc en fait, ce PER 16, donc là vous voyez que je n'achète pas une entreprise très chère, elle est valorisée à seulement 30%, en fait, même pas un tiers de chiffre d'affaires annuel, donc c'est une entreprise pas chère du tout. Vous voyez, les marges sont juste stratosphériques, 76%, plus de 76%, mais la marge nette, elle est faible, donc du coup, parce que c'est la structure de business comme ça qui leur impose les gros frais de structure. Donc du coup, il y a une norme pour les 2 valeurs, pareil, donc parce qu'ils viennent du même secteur. Donc la marge brute, elle est très importante, la marge nette, elle est beaucoup moins importante. Et la rentabilité si on tient compte de la dette. Donc ça veut dire que la dette n'est pas importante et effectivement, elle représente seulement 13% de leur fonds propres. Donc c'est une entreprise peu endettée, c'est une entreprise qui n'est pas chère et c'est une entreprise qui est rentable. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Voilà. Donc ça c'est la première action que je propose pour votre choix. Après groupe CRIT. Oups, pardon, je me suis trompé. Bon, c'est en concurrence, exactement le même secteur, on va regarder les mêmes ratios, on va les comparer immédiatement. Donc elle est un petit peu plus chère, donc PER 21, exactement le même price to sales ratio, donc elle est valorisée aussi à peu près à 30% dans son chiffre d'affaires annuel, donc c'est juste incroyable. Donc la marge brute est énorme, donc la marge nette elle est beaucoup plus faible, donc c'est la spécificité du business. Visiblement, bon après je ne suis pas expert, hein, j'ai du mal un petit peu à expliquer pourquoi la marge... il y a une telle différence entre marge brute et marge nette, mais visiblement c'est normal pour ce secteur, parce que j'imagine qu'ils ont... en fait, c'est de la sous-traitance, certainement. Donc, du coup visiblement, le coût de structure est important. Voilà. Et la rentabilité, ici, elle est à peu près comparable avec ce qu'on a vu pour Synergie. Donc, c'est des sociétés qui se ressemblent beaucoup. Et vous pouvez voir que la dette aussi, elle est très faible. Donc, c'est vraiment du copier-coller presque de ces 2 entreprises. De point de vue technique, on va regarder ça. C'est intéressant comment vos avis quels seront vos avis par rapport à ces valeurs. Et je vous promets que ce que vous choisissez, c'est ça que je vais acheter. Donc, CRIT Interim, voilà. Donc, je ne vais pas donner des tips, c'est vous qui vous décidez. Donc, on voit que la tendance ici, elle est quand même assez discutable. Vous voyez, donc là, on était au-dessus de la ligne de la moyenne mobile des 50 jours. On n'est pas encore sur la ligne des 200 jours. Donc, la tendance, ça, c'est la crise de Covid. On a remonté fort, mais maintenant, là, il y a quand même une
en décision de point de vue technique. J'attire votre attention sur les RSI, ça c'est pour le groupe REIT. Donc sur les RSI, on est sur la survente, ça c'est le frame journalier. Donc, à voir. Ça m'intéresse comment. C'est un petit exercice qu'on va faire tous ensemble. C'est vraiment un superbe exemple parce que les deux entreprises se ressemblent beaucoup. Je croyais qu'il y avait des débats que soit Synergie achète groupe REIT, soit l'inverse. Donc, il y a aussi une opportunité de fusion, d'acquisition dedans. Donc, cette entreprise-là, pareil, donc, vous voyez, donc elle vient juste de franchir ses 50 jours. Il est un peu loin de sa moyenne mobile de 200 jours. Et aussi, au niveau des RSI journalier, on est proche au plus bas du canal. Donc après, il faut regarder des figures. Donc vous pouvez regarder sur TradingView, sur Pro Real Time, je ne sais pas quel outil vous utilisez de point de vue technique. Quelle valeur pensez-vous est plus intéressante du point de vue technique? Quelle valeur est plus intéressante de point de vue fondamental? Et troisième